Il est encore question de grève dans la région d'Arvida. Grève, c'est une chose grave, la grève. C'est comme la guerre. On ne entre pas en guerre pour n'importe quoi. Il faut des raisons graves et il faut aussi que les avantages qu'on a compte de la guerre, qu'on compte pouvoir tirer, dépassent la continuation de la paix. Les grèves sont comme les guerres, mais lorsque vous faites une grève, c'est le côté qui fait la grève qui souffre le plus. Les ouvriers sont moins capables de se passer longtemps de salaire que les patrons ne sont capables de laisser leur usine fermée et de se priver de profit pendant un certain temps. La guerre. On n'entre pas facilement en guerre, je viens de le dire. Et pourquoi les grèves va-t-on si facilement que cela? De ce temps-ci, on dirait qu'on parle de grève de plus en plus. Le gouvernement provincial vient de passer des lois pour permettre le droit de grève aux fonctionnaires, pour permettre le droit de grève même aux instituteurs. Avec toutes ces affaires-là, on crée un climat de grève. Qu'est-ce que vous diriez si les Nations Unies, à New York, ceux qui parlent à passer leur temps à dire qu'ils ont le droit de faire la guerre, à parler du droit de guerre, des conditions pour faire la guerre? N'est pas de ça qu'il est question, c'est de la paix, c'est d'établir la paix. Et quand vous faites la grève, vous faites du masochisme, c'est-à-dire que vous punissez ceux qui font la grève. Ensuite, lorsqu'un syndicat déclare une grève, il prend un vote majoritaire. Le vote majoritaire oblige les autres aussi à se mettre en grève. En voilà une manière de comprendre la démocratie. C'est ce qu'on fait pour les guerres, oui, depuis la Révolution française. Auparavant, les civils n'entraient pas en guerre. Tout le pays n'était pas en guerre quand il y avait une guerre. Aujourd'hui, les guerres sont totales et les grèves sont totales. Non seulement les ouvriers souffrent de la grève, mais toute la communauté locale en souffre, et plus loin que la communauté locale. Et ensuite, ça crée dans tout le corps ouvrier un climat de lutte contre les patrons. La lutte de classe. Rien de mieux pour favoriser la venue du communisme. La lutte de classe, pour que la classe inférieure vienne à triompher de la classe supérieure et établir la dictature ouvrière. Je sais bien que les ouvriers d'Arvida ne pensent pas à tout cela, mais pensez donc au moins au mal que vous ferait la grève. Ce n'est pas un climat de grève qu'il faut, c'est un climat de paix. Vous allez jusqu'à faire des fonds de grève par les cotisations que vous montez plus haut afin de faire des fonds de grève, exactement comme les pays qui s'arment en vue de la guerre à venir. Vous vous armez d'un fonds de grève avec les cotisations obligatoires. Vous allez même jusqu'à demander au patron de collecter dans l'enveloppe des ouvriers la cotisation syndicale, comme si les ouvriers n'étaient pas attachés assez à leur syndicat pour payer d'eux-mêmes la cotisation syndicale. Je vous assure que si j'étais patron, je refuserais carrément. C'est participer avec l'adversaire, puisque vous vous placez en adversaire. C'est participer à l'adversaire, aider l'adversaire à s'armer contre le patron. Non, ce n'est pas cela qu'il faut. Il faut entre l'ouvrier et le patron, entre les ouvriers, les employés et les employeurs, un climat de paix, un climat de stabilité. Autrement, tout est désordre. Oui, dira-t-on, c'est bien, mais il faut bien réclamer nos droits. Vos droits. Quels droits? Le droit à la cogestion? N'allez tout de même pas jusque-là. N'est pas pour prendre la place du patron. Non, mais on veut des salaires raisonnables. Des salaires raisonnables, ça fait longtemps que vous faites des augmentations de salaire, et puis ces augmentations de salaire portent en elles-mêmes l'anéantissement de leur avantage, parce que les salaires augmentés augmentent nécessairement les prix. Et même mieux que cela, le salaire n'est jamais égal au prix, il y a d'autres choses que le salaire. Et quand le salaire augmente, il y a bien d'autres choses qui augmentent en même temps. C'est que vous perdez plus que l'augmentation du salaire par l'augmentation des prix. Et ça crée des demandes d'augmentation de salaire ailleurs. On va à l'inflation
vos épargnes passent, l'épargne perd sa valeur, les pensions perdent leur valeur avec cette inflation-là. On vous dirait, les inflations, il y a d'autres causes que ça. Je le sais bien, mais c'est une des causes. Il n'y a pas besoin d'ajouter des causes à celles qui existent déjà. D'abord, ces salaires que vous voulez plus gros. C'est pourquoi? C'est pour avoir une plus grosse part de la production. Très bien. Est-ce que la production n'est pas assez grosse pour satisfaire à la fois les patrons et les ouvriers? Allez-vous accuser les capitalistes de manger tout le pain du pays, de porter tous les vêtements du pays, toutes les chaussures du pays, d'occuper tout le pays avec leurs palais, avec leurs maisons? Il en reste en quantité. Ce n'est pas parce que le patron a une grosse part que vous n'en avez pas. Il y a assez de parts disponibles pour vous donner de l'abondance, pour satisfaire tous vos besoins normaux. Voilà ce que les ouvriers semblent n'avoir pas compris, même si le crédit social le met sous leurs yeux depuis 40 ans. Les salaires, vouloir avoir des salaires plus gros pour une part plus grosse, ça équivaut à se mettre autour d'une table, la rationner et laisser le garde-manger plein à côté. Et dire entre patron et ouvrier, quelle va être ma part? Que votre assiette soit pas trop grosse, afin qu'il y en ait assez dans la mienne. Et ça pourrit dans le garde-manger pendant ce temps-là. Vous le savez bien. Vous savez bien que les magasins ne sont jamais vides. Vous savez bien que malgré le chômage et malgré vos grèves, il y a encore tout ce qu'il faut dans les magasins. C'est une autre formule que cela qu'il faut chercher. D'autres fois, vous dites, on fait la grève, comme ils l'ont fait à la presse de ce temps-ci à Montréal, comme ils l'ont fait à New York pendant plusieurs mois. La grève contre l'automation, contre l'apport de machines qui prennent la place des ouvriers. La grève contre le progrès. La grève contre votre liberté, contre votre libération. Pensez donc, si les machines faisaient tout le travail à votre place, mais vous auriez tous votre temps libre. Est-ce que c'est pas avantageux d'avoir du temps libre? D'être déchargé de l'embauchage et tout? Oui, direz-vous, mais, quand on chôme, quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas de revenus. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas de revenus quand vous n'avez pas d'emploi? Bien, parce que personne ne nous paye. Qui est-ce qui a établi ce règlement-là qu'il faut avoir un revenu? Il faut être employé pour avoir un revenu. Qu'il faut être embauché pour avoir le droit de vivre. Surtout dans notre époque. Autrefois, les gens travaillaient sur leur propre lot ou dans leur propre boutique et ils en faisaient assez pour vivre. Et il arrivait à joindre les deux bouts avec pas tant de machines que nous avons aujourd'hui. Ils chômaient le dimanche et bien des fêtes pendant l'année, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils élevaient des familles canadiennes et d'autres aussi ont élevé des 10, 12, 14, 15 enfants. Et ils leur laissaient un patrimoine en mourant. Aujourd'hui, on en élève 3, 4 et on laisse des dettes en mourant. Comprenez-vous ça? Avec toutes vos augmentations de salaire, avec toutes les machines, avec tout ça, non. Pourquoi? Parce qu'on accepte des règlements faux. Patrons et ouvriers sont dans le même sac pour ça. Ils ont les uns et les autres les yeux bouchés. Les uns courent après leur profit, les autres après leur salaire, tous courent après l'argent, et l'argent est rationné alors que la production est surabondante. Au lieu de régler le système d'argent, quand allez-vous faire la grève contre le système monétaire, contre le système d'argent actuel, qui n'est pas capable de mettre une piastre au monde sans créer une dette de plus d'une piastre sur la communauté? Commencez donc par regarder de ce côté-là. Au lieu de bouder le progrès, bouder les machines, vouloir encore avoir le revenu lié à l'emploi. Que feriez-vous si les machines étaient tellement perfectionnées qu'il n'y aurait plus rien qu'un petit groupe de personnes, disons 10 sur 100, pour peser sur des boutons, et puis tout marche? On tend vers là. On n'est pas rendu là. On est à moitié chemin ou au quart du chemin au moins. Qu'est-ce que vous feriez dans ce temps-là? Diriez-vous, bien les 90 autres n'auront pas de salaire. Ils n'auront pas de revenus, ils n'auront pas de salaire, ils ne sont pas employés. Les 10% vont-ils avoir droit à la production du pays? On va dire non, on arrangera ça. On l'arrangera en prenant l'enveloppe de paye de ceux qui sont payés comme on fait aujourd'hui. On prend le gain de ceux qui gagnent encore pour pouvoir donner aux autres le moyen d'acheter les produits de la machine. La machine n'a pas besoin de manger, elle. Elle n'a pas besoin de dormir. Elle ne se met pas en grève non plus. Et la machine produit. Et ce n'est pas l'ouvrier qui produit ce que produit la machine.
votre travail diminue en longueur, il diminue en intensité. Et quand vous demandez des augmentations de salaire, alors que vos semaines diminuent de temps, vous êtes dans l'erreur, ça n'est plus un salaire. Le salaire, c'est la récompense du travail. Et si le travail diminue, le salaire devrait diminuer au lieu d'augmenter. Comment? Êtes-vous maintenant pour la baisse des salaires? Je suis pour la justice. Quand le travail diminue, que le salaire diminue. Et quand le travail diminue, c'est parce que la machine prend la place des hommes. Et quand la machine prend la place des hommes, c'est le progrès qui travaille à la place des ouvriers. Et le progrès est un bien commun. Et le progrès doit apporter des dividendes à tout le monde au lieu d'apporter de plus gros salaires à ceux qui sont encore employés. C'est là qu'est la justice. Un salaire à tout le monde. Nous sommes tous nés capitalistes. Tous nés co-héritiers des générations passées. Je veux dire que dans le passé, il y a eu des inventions. Vous avez par exemple la machine à vapeur aujourd'hui. Vous avez le moteur électrique. Qu'est-ce qui a inventé ça? Aucun de cette génération-ci. Ni les ouvriers, ni les patrons, ni les banquiers, ni les gouvernements. Aucun de ceux qui pensent avoir du pouvoir et puis le droit d'établir la production va aller à un tel et un tel. Ça, c'est un bien qui a été fait par les générations passées des gens qui sont morts. Leurs héritiers, c'est les générations actuelles. Il y a longtemps que les 17 ou 19 années de droit de patente sont expirées. Ça appartient à tout le monde. Le patron peut payer encore une machine qui rentre dans l'atelier, il paye l'acier qui est dedans, il ne paye pas la patente. La patente est un bien commun. C'est le plus gros facteur de production aujourd'hui. Et si le plus gros facteur de production, c'est la machine, c'est l'héritage des générations, la plus grosse partie de la production devrait aller à tout le monde. Nous sommes tous des capitalistes. Tâchez donc, messieurs les chefs des syndicats, de diriger votre force syndicale vers cela, vers regarder pour réclamer votre statut de capitaliste, votre statut d'ayant droit à la production non gagnée par vous, la production gagnée par les ancêtres, par le progrès, la production due à l'existence de ressources naturelles qui ont été créées par le bon Dieu, non pas par vous ni par les capitalistes. Il faut regarder les choses en face, le Crédit Social vous donne toute cette instruction-là. Le journal Vert Demain paraît depuis 25 ans, il fête justement son jubilé d'argent cette année, il dit ces choses-là. Je ne parle pas du parti du Crédit Social, ça n'est rien qu'une prostitution, ça. Je parle de la doctrine du Crédit Social.